Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette seconde session des midis du Club ERM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daphné Lecomte de Floris, qui a fait la formation ERM en 2024 et qui actuellement travaille en tant que Strategic Emerging Risk Manager chez AXA. Le sujet qu'elle va nous présenter est vraiment un sujet qui est toujours d'actualité et puis qui l'était déjà en 2024. Il porte sur l'instabilité géopolitique et quels apports de la démarche ERM comme boussole stratégique. Alors, ce que nous vous proposons, c'est que vous pouvez mettre toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Par contre, on dédiera une session à la fin de la présentation pour les questions. Merci et Daphné, à toi. Merci beaucoup Agnès. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous pour vous présenter mon rapport de projet ERM. Comme Agnès l'a dit, j'ai fait l'ERM l'an dernier. Alors, voici le plan de ma présentation qui va suivre plus ou moins le plan de mon rapport de projet ERM. Donc, je vous présenterai tout d'abord quelques éléments de contexte, puis la démarche ERM que j'ai mise en place dans mon rapport qui porte d'abord sur l'identification, l'évaluation et la cartographie des risques, les différents scénarios, puis le traitement des risques et les actions concrètes que je propose avant de conclure ma présentation. À noter deux éléments que je voulais vous indiquer en introduction. Donc déjà, je vais m'appuyer en partie sur les slides de ma soutenance, mais je les ai aussi pas mal enrichis puisque pour la soutenance ERM, on est limité à 12 minutes à l'oral, ce qui est très court. Donc j'ai ajouté pas mal d'éléments complémentaires, notamment sur la première partie introductive et de contexte. Et puis, bah, comme j'ai fait mon rapport en octobre 2024, il s'est passé pas mal de choses depuis, comme vous le savez, notamment l'élection de Donald Trump, donc je me suis permis de rajouter quelques compléments. Et le deuxième point que je voulais souligner avant de commencer, c'est que ce rapport de projet, il est basé sur le cas d'un assureur fictif, donc c'est pas AXA. Je vous expliquerai plus tard comment j'ai construit justement ce cas d'étude. Et l'objectif de cette présentation, c'est vraiment d'illustrer une démarche ERM. Je ne suis pas experte en géopolitique ou je ne travaille pas dans un think tank. Donc là, on est vraiment dans l'illustration de la démarche et justement comment on peut s'appuyer sur des experts thématiques pour travailler sur ce type de sujet. OK. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste prendre 30 secondes pour faire un rappel sur ce qu'est l'ERM, puisque l'invitation a été ouverte à tous les membres de l'Institut des actuaires, dont certains ne sont pas forcément familiers avec le concept, j'imagine. Donc l'ERM, c'est défini par le Committee of Sponsoring Organizations, donc le COSO, comme étant la culture, les capacités et les pratiques intégrées à la définition de la stratégie et à son exécution, sur laquelle les organisations s'appuient pour gérer le risque dans la création, la préservation et la réalisation de valeur. Donc on voit que les notions de gestion des risques et de valeur dans l'entreprise sont importantes. Et l'objectif en fait de l'ERM, ça va être d'aider l'entreprise à mieux maîtriser ses risques pour permettre l'atteinte de ses objectifs stratégiques et protéger et permettre sa création de valeur. Et ça se décline dans un cube que vous pouvez voir à droite du slide, avec une architecture à trois plans. Donc sur le haut du cube, on va avoir les objectifs à atteindre, stratégique, opérationnel, reporting et compliance. Pour chacun de ces objectifs, des éléments de gestion des risques. Donc c'est la phase qui est face à nous de l'environnement interne jusqu'au monitoring. Et cette approche ERM, en fait, elle va être déclinée à chaque niveau de l'organisation. Donc c'est la phase sur la droite, que ce soit au niveau de la filiale, au niveau du groupe, au niveau des business units, par exemple. Alors, maintenant qu'on est tous sur la même longueur d'onde concernant le RM, je vais commencer avec ma première partie. En fait, la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler sur mon rapport de projet, c'est bah, c'est quoi en fait exactement le risque géopolitique? On en parle beaucoup, mais comment est-ce qu'il est défini et ça recouvre quoi? Et la première chose intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de définition officielle. Chaque entreprise ou chaque organisation va créer sa définition selon son profil de risque, selon son exposition géographique, selon l'utilisation qu'elle va faire de cette définition, que ce soit pour son ORM, pour son ORSA, etc. Donc moi, la définition que j'ai retenue, c'est celle de Matteo Iacoviello et Dario Caldara. Donc c'est les deux personnes que j'ai mises sur le slide. C'est deux économistes qui travaillent pour la Fed, qui sont connus pour avoir créé le Geopolitical Risk Index. Donc c'est un indicateur de risque géopolitique.
et qui définissent le risque géopolitique comme étant le risque associé aux guerres, aux actes terroristes et aux tensions entre États affectant le cours normal et pacifique des relations internationales. J'ai trouvé cette définition intéressante parce qu'elle montre que le risque géopolitique, il se limite pas à des conflits physiques de haute intensité ou à des guerres comme on peut souvent en avoir l'image, mais en fait, il va couvrir l'ensemble des tensions diplomatiques. Donc, ça peut aussi être des sanctions économiques, des cyberattaques, des opérations d'influence, etc. Donc, maintenant qu'on a tous la même définition et qu'on est d'accord, on va rentrer un petit peu plus dans le contexte. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler sur le risque géopolitique pour mon rapport de projet, c'est que c'est déjà un risque qui avait peu été couvert dans les précédents rapports ERM, à la différence du changement climatique ou du cyber, et parce que je pense que c'est un risque croissant et qui va être de plus en plus important pour les entreprises. Euh, Déjà, si on regarde un peu la perception du risque géopolitique, on peut voir qu'on en entend de plus en plus par rapport un peu des publications de références comme le risque radar, enfin l'Emerging Risk Radar du CRO Forum ou le Future Risk Report d'AXA, sans vouloir faire la pub d'AXA. On voit que c'est un risque qui est de plus en plus présent dans les inquiétudes des experts d'assurance. Ça, c'est la perception du risque. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la réalité du risque? Je vais vous présenter 4 facteurs qui vont dans le sens d'une hausse de ce risque géopolitique. Le premier facteur, tout d'abord, c'est la polycrise. Alors, c'est quoi la polycrise? C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu dans la presse. C'est un terme qui vient du forum de Davos, donc Forum économique mondial. La polycrise, c'est tout d'abord un nombre croissant de crises. Donc, on voit qu'on a de plus en plus de crises climatiques, géopolitiques, sociales, etc. Et ces crises, en fait, elles vont être toutes de plus en plus interconnectées les unes aux autres. Ce qui fait que si on regarde la somme du risque total, cette somme-là, elle va être plus importante que si je prends la somme de risques individuels à cause de ces interconnexions. Donc, par exemple, on a des tensions croissantes sur les ressources naturelles, notamment dues au changement climatique. Donc, des tensions sur l'eau, sur le gaz, sur les terres rares. Ces tensions-là, elles vont créer des tensions géopolitiques parce que les pays vont être de plus en plus en compétition pour avoir accès à ces ressources-là. Qui dit tension géopolitique dit aussi, ben, en cas de conflit, par exemple, des déplacements de population qui peuvent créer des problèmes économiques, des problèmes de santé. Qui dit tension géopolitique dit aussi risque cyber accru, désinformation, etc. Pour illustrer ce phénomène de polycrise, j'ai utilisé ce visuel qui vient du World Economic Forum. Donc, ce que vous voyez, c'est que les risques géopolitiques qui sont en orange, donc on va avoir confrontation géoéconomique, on va avoir conflit armé entre États, menaces biologiques, chimiques ou nucléaires ou violences intra-étatiques. Ces risques-là, ils sont très liés aux risques économiques qui sont en bleu. Donc, par exemple, les interruptions de chaînes d'approvisionnement critiques, des dangers sur les infrastructures critiques, ralentissement économique, inflation. Ils vont aussi être fortement liés aux risques en violet, qui sont les risques technologiques. Donc, on va trouver en haut à droite la mésinformation et la désinformation, le cyberespionnage et la guerre cyber, etc. Et donc, en fait, la taille des liens entre les différentes bulles représente l'interconnexion. Alors, cette interconnexion ici, elle est évaluée sur la base d'un sondage. Donc là, encore une fois, on est sur la perception du risque, mais je trouve que ça correspond bien à des phénomènes de contagion qu'on peut observer, par exemple avec la guerre en Ukraine en ce moment. Et puis, je vous ai mis à droite du slide deux avis d'experts, on va dire. La première citation, c'est Christine Lagarde en novembre 2024 qui disait que l'environnement géopolitique est devenu moins favorable avec des menaces croissantes contre le libre-échange provenant de toutes les régions du monde. Et la deuxième, c'est le CEO de JP Morgan Chase, donc une des principales banques au monde, qui dit qu'on est confronté à l'environnement géopolitique et économique le plus périlleux et le plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale et que le monde d'aujourd'hui, il est plus complexe et interconnecté que jamais auparavant. Et on le voit bien, on a un nombre de conflits qui est important en ce moment. On pense tous à l'Ukraine et au Moyen-Orient. Mais ce qui est intéressant,
que j'ai trouvé particulièrement frappant aussi quand j'ai réalisé mon rapport de projet, c'est que j'ai lu une étude de l'Institut sur la recherche d'Oslo qui disait que l'an dernier, le nombre de conflits dans le monde était à son plus haut niveau depuis 1946. Donc, au-delà des points chauds que sont l'Ukraine et le Moyen-Orient, bah, en fait, il y a plein d'autres points de tension dans la planète. Par exemple, dans l'océan Arctique, en Amérique du Sud, en Afrique, bon, bah, le point qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, dans la mer de Chine, au Maroc, au Sahara occidental, etc. Au-delà de cette multiplication des crises internationales, la troisième raison pour laquelle j'ai choisi de m'intéresser au risque géopolitique et d'en faire le sujet de mon rapport de projet l'an dernier, donc en 2024, c'est que 2024, vous le savez peut-être, c'était une année électorale record. En fait, il y avait plus de la moitié de la population mondiale qui était appelée à voter l'an dernier. Donc là, c'est une carte des différents pays où il y avait des élections en 2024. Et on le sait bien, quand il y a des élections, c'est toujours une période d'incertitude géopolitique. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne sait pas qui va être élu et on ne sait pas quelle sera la direction géopolitique qui va en découler. Donc finalement, chaque cycle électoral, c'est un petit peu comme un petit choc politique qu'on va intégrer dans nos scénarios macroéconomiques et financiers parce que ça peut infecter nos hypothèses d'inflation, de croissance, de taux d'intérêt, nos opérations, etc. Et enfin, le quatrième facteur, et ça c'est une slide que j'avais pas pour ma soutenance parce que les élections américaines n'avaient pas encore eu lieu, ou venaient d'avoir lieu le jour où j'ai soutenu, c'est la fragmentation des alliances traditionnelles, notamment depuis le retour de Donald Trump. Donc il faut savoir que cette élection, elle marque un tournant géopolitique qui est majeur, surtout pour l'Europe, puisque ben, on se retrouve un peu seul en fait. On doit repenser notre souveraineté stratégique, notre dépendance, enfin, notre indépendance en matière de défense, d'énergie, de technologie. Donc c'est un vrai changement de paradigme. On voit que bah, finalement le mode de règlement des tensions et des conflits, c'est de moins en moins le droit international, mais c'est de plus en plus la force. Et les alliances traditionnelles qu'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles sont plus valides. Donc, cette fragmentation, pour un assureur européen, en fait, ça va avoir des impacts aussi bien en termes d'exposition au risque que sur le volet investissement, sur le volet réputationnel. Alors, maintenant que j'ai présenté un petit peu en détail les caractéristiques et le contexte de ce risque géopolitique, je vais rentrer dans mon cas d'usage que j'ai utilisé pour mon rapport. Donc, vous l'imaginez bien, c'est un sujet assez sensible. Donc, pour des raisons de confidentialité, j'ai choisi de travailler sur un cas fictif. Mais il fallait quand même que ce cas fictif il soit réaliste pour que le rapport il soit pertinent. Donc, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les rapports intégrés publiés par les trois plus grands assureurs européens, donc Allianz, AXA et Generali. J'ai construit un profil un peu moyen, en fait, d'un assureur fictif. Et après, j'ai sollicité un panel de 12 experts qui proviennent de domaines variés, donc de la direction des risques, de la conformité, des opérations, des souscriptions, de la sécurité et des investissements. Donc, ce n'est pas forcément des experts d'AXA, j'avais aussi des experts externes, afin de couvrir un peu toutes les facettes du risque géopolitique et d'avoir une vision un peu 360 degrés du risque. Et en fait, à tous ces experts, je leur ai présenté ce profil d'assureur moyen. Et ensuite, j'ai fait des interviews, je leur ai posé des questions en leur demandant, bah voilà, pour cet assureur, comment est-ce qu'il devrait gérer son risque géopolitique, quels sont les principaux risques, etc. Donc, notre assureur moyen, c'est un assureur français, du coup, qui a une empreinte géographique globale, donc principalement focalisée sur l'Europe, mais également en Asie et en Amérique et en Afrique. Pour la région Asie, il a un bureau régional à Hong Kong. Et puis, il a une filiale en Chine, une filiale d'assurance en Chine, qui va commercialiser des produits d'assurance santé et épargne. À noter, j'ai choisi pour cet assureur de ne pas lui mettre une filiale locale à Taïwan. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les profils de risque que j'ai étudiés, bah déjà, la plupart de ces assureurs, ils n'avaient pas de présence de vente de contrats d'assurance à Taïwan. Et deuxièmement, je trouvais que c'était une bonne façon aussi d'illustrer un point qui est souvent sous-estimé, c'est-à-dire que même sans être présent dans une zone de conflit,
un assureur, il peut être directement impacté par ce conflit. On l'a vu par exemple avec la Russie et l'Ukraine, des assureurs qui n'avaient pas de filiale en Russie ou en Ukraine, mais ils ont quand même les conséquences du conflit parce qu'il y a plein d'effets de second ordre ou d'effets de contagion qui vont se produire. Et du coup, je trouvais que faire ce choix de lui mettre une filiale en Chine mais pas à Taïwan, ça permettait de bien illustrer ça et ça rendait le rapport plus intéressant. Et en plus, ça correspondait bien du coup à mon profil de risque moyen. Alors, dans le plan stratégique de mon groupe d'assurance fictif, la Chine, c'est un axe de développement important. Pourquoi? Parce que déjà, la Chine, c'est le deuxième marché de l'assurance au monde en termes de primes et ça pourrait dépasser les États-Unis, qui est le premier marché d'ici 2035. Donc ça, c'est une analyse qui a été publiée par Swiss Re. C'est un marché qui affiche une croissance annuelle des primes de 9% d'après leur superviseur local. C'est un marché qui reste en sous-assurance, parce que le taux de pénétration de l'assurance reste assez faible. Il y a un fort développement de la classe moyenne. Il y a un soutien assez fort du gouvernement chinois envers le secteur des assurances. Et puis, il y a un vieillissement de la population qui est important, qui est assez rapide. Et du coup, ça génère aussi des besoins d'assurance supplémentaires. Donc, autrement dit, c'est un marché avec un fort potentiel, mais il y a aussi des fortes incertitudes. Donc, c'est un peu typique des arbitrages qu'un assureur doit faire en termes de risque-opportunité. Ces facteurs d'incertitude, tout d'abord, c'est une forte hausse de la sinistralité, donc plus 22% entre 2022 et 2023. Donc là aussi, c'est une statistique qui a été publiée par leur superviseur local et du coup qui n'est pas complètement compensée par la hausse des primes. Il y a aussi la stratégie de découplage de la Chine. Donc le découplage, c'est quoi? En fait, c'est la volonté de Pékin de réduire ses liens économiques, sa dépendance envers le reste du monde. Il y a aussi un durcissement réglementaire. Par exemple, il y a des pressions maintenant pour avoir un certain nombre de membres du Parti communiste chinois au sein des conseils d'administration. Donc, ce n'est pas forcément des règles qui sont nouvelles, mais qui jusqu'ici n'étaient pas strictement appliquées, qui le sont de plus en plus. Et du coup, ça veut dire qu'on a des risques de gouvernance ou de non-conformité qui peuvent être plus importants. Une crise immobilière et démographique majeure. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il faut savoir que sur la crise démographique, donc, comme j'ai écrit dès 2050, la Chine comptera 220 millions de personnes d'âge actif de moins. Et en fait, la Chine vieillit plus rapidement que l'Europe. Et ce vieillissement, pour les assureurs, ça va avoir plein d'effets différents. Bon, on pense tous au risque de longévité, mais il y a aussi des impacts, par exemple, sur les produits santé, sur les investissements, même sur les opérations, puisque notre force de travail vieillit également. Et enfin, le dernier facteur de risque, et c'est ce qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui, ça va être l'escalade des tensions entre la Chine et Taïwan. Donc, côté taïwanais, quand j'ai écrit mon rapport l'an dernier, en 2024, il y avait un nouveau président qui venait d'être élu, qui veut renforcer les liens avec les États-Unis, notamment dans le domaine militaire et des semi-conducteurs. Donc ce nouveau président, il n'est pas ouvertement indépendantiste, il ne va pas faire des déclarations en disant Taïwan est indépendante, etc. Il est très prudent dans ce qu'il dit, mais c'est certain qu'en tout cas, il se rapproche des États-Unis. Et côté chinois, on observe une tactique de zone grise. Alors c'est un terme que vous connaissez peut-être pas, je vais l'illustrer avec la slide d'après. La zone grise, en fait, ça va être des tactiques qui visent à affaiblir un adversaire sur le long terme avec ce qui pourrait un peu s'apparenter à du harcèlement. Donc, ça peut être des actions d'intimidation, des actions d'influence qui sont répétées. Donc là, cette carte, ça montre par exemple les incursions qui sont quasi quotidiennes dans l'espace aérien et maritime taïwanais de la part de la Chine. Et en fait, à force de se répéter, bah, ça devient presque une nouvelle norme. Euh, Cette carte, ça me permet aussi de remettre une vision un peu géographique de la zone pour ceux qui auraient oublié où est Taïwan et pour s'assurer qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc Taïwan, c'est cette grosse île et puis des petites îles attenantes, c'est un archipel en fait.
À gauche, vous avez la côte de la Chine continentale. À droite, il y a des îles japonaises. Et puis en bas, là, les îles que vous voyez où il y a écrit Bataan, c'est des îles qui appartiennent aux Philippines. Donc vous voyez que c'est une zone qui est extrêmement dense, où il y a plusieurs puissances qui vont se côtoyer dans un périmètre qui est très restreint. Donc forcément, c'est une zone à fort potentiel d'escalade. Cette carte, elle vient d'un outil qui s'appelle Live UA Map, qui a été construit par des journalistes au moment de la guerre en Ukraine. C'est un outil open source, donc qui est accessible à tous si ça vous intéresse. Après, dans les faits, dans les entreprises, on va plutôt recourir à des fournisseurs payants. Donc les principaux outils, il y a Crisis 24, Mac Security, Dragonfly, SRM. Enfin, voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais comme celle-là, elle est accessible à toutes, je pensais que c'était intéressant de la mettre. Et entre l'île de Taïwan et la Chine continentale, donc c'est le détroit de Taïwan, et donc c'est une zone où il y a énormément de trafic maritime. Alors, en résumé, du coup, de cette partie de présentation du cas d'étude, Taïwan, c'est aux yeux du président chinois une bataille qui est militaire, stratégique et idéologique. C'est vraiment un axe important dans ses discours. Ce qui m'amène à ma problématique, qui était dans un contexte de tension croissante entre la Chine et Taïwan. Comment on peut déployer une démarche ERM pour aider l'entreprise à maîtriser le risque géopolitique de façon intégrée à la définition de sa stratégie géographique? En d'autres termes, l'objectif, tout simplement, c'est de vérifier que ces risques géopolitiques ne vont pas remettre en cause la stratégie de croissance de mon assureur fictif et qui ne vont pas entraver la création de valeur attendue. Alors, je vais passer à ma deuxième partie. Donc, pour répondre à cette question, j'ai mis en place une démarche ERM en m'appuyant sur le cas du COSO mis à jour en 2016. De façon pas très originale, je me suis appuyée sur le module performance qui recouvre l'identification des risques, leur évaluation, la priorisation des risques, puis le traitement des risques. Et puis j'ai choisi une approche par scénario parce que comme je l'ai expliqué, le risque géopolitique, il est très incertain, il est très difficile à anticiper. Donc ça nécessite vraiment de recourir à des scénarios. Donc j'ai construit 4 scénarios à horizon 2028. Pourquoi 2028? Parce que c'est la date des prochaines élections législatives à Taïwan. Bon, entre-temps, j'ai lu des articles. Ça pourrait aussi être 2027, parce que 2027, c'est le centenaire de l'Armée populaire de libération. Et quand Donald Trump a rencontré le président chinois la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il me semble, Donald Trump disait que le président chinois n'attaquerait pas Taïwan avant la fin de son mandat, qui est en 2029. On va dire 2027 à 2029, ça sera une période de risque pour Taïwan. Comment j'ai construit ces différents scénarios? Donc déjà, je me suis appuyée sur une publication du Center for Strategic and International Studies. C'est un think tank américain qui a publié plusieurs scénarios sur la Chine et Taïwan. Donc c'est des scénarios de type wargaming, c'est très précis. Donc pour chaque scénario, en fait, ils vont être précis aussi bien en termes de temporalité, donc combien de temps ça mettrait, par exemple, s'il y avait une attaque de la Chine, que en termes d'impact matériel, physique et économique. Ce qui manquait un peu dans cette publication, par contre, c'était l'aspect sanctions internationales, qui est quand même très structurant pour un acteur financier comme un assureur ou une banque. Donc j'ai complété ces scénarios en m'appuyant sur une deuxième publication qui a été faite par l'Atlantic Council Geoeconomic Center, donc un autre think tank, où là, ils ont aussi travaillé sur des scénarios entre la Chine et Taïwan, mais vraiment du point de vue sanctions internationales cette fois-ci. Donc, en regroupant les deux publications, ça m'a permis d'avoir quelque chose de vraiment complet. Et la troisième étape, par contre, c'était de m'assurer de la fiabilité de ces sources. Parce que voilà, moi, je suis pas non plus experte du sujet géopolitique. Donc, comme c'est des publications de think tank, je voulais quand même m'assurer que ce soit crédible, que ce soit de bonne qualité et quand même pas trop orienté. Donc, du coup, j'en ai discuté avec des experts en conformité qui m'ont assuré que c'était des bonnes sources à utiliser.
Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de construire des scénarios qui soient réalistes, qui ne soient pas naïfs, mais qui ne soient pas non plus complètement alarmistes ou improbables. Sur mes 4 scénarios, donc le premier scénario, le scénario central, le scénario A, que j'ai appelé stratégie d'influence. Dans celui-là, il n'y a pas d'invasion militaire. En fait, à force d'action, d'influence, Taïwan se retrouvant un peu isolé quand même sur la scène diplomatique internationale, la Chine parvient à imposer son narratif de réunification et finalement à convaincre la population taïwanaise de faire partie de la Chine. Donc il y aurait un rattachement volontaire. Ensuite, j'ai fait 3 scénarios militaires. Il y a 2 scénarios, les scénarios B et C, où donc, la Chine attaque Taïwan et en fait, il n'y a aucun pays tiers qui intervient pour défendre Taïwan. Donc Taïwan serait prise en 10 semaines. Et la différence entre le scénario B et le scénario C, c'est l'importance des sanctions internationales qui en découleraient. Donc le scénario B, ça serait des sanctions internationales présentes, mais plutôt modérées, assez symboliques, on va dire. Et le scénario C, par contre, là, c'est vraiment des sanctions beaucoup plus structurantes contre les principales banques et les principaux assureurs chinois, des interdictions d'exportation, d'importation qui seraient vraiment massives. C'est beaucoup plus similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui avec la Russie, mais la différence étant que bah voilà, on sait très bien qu'on est quand même très dépendant de la Chine pour beaucoup de production. Et le scénario D, donc là, c'est un peu le scénario de rupture géopolitique majeure, puisque là, on aurait les États-Unis qui interviendraient militairement pour défendre Taïwan. Donc, il faut savoir que les États-Unis et Taïwan ont un accord qui s'appelle le Taiwan Relations Act, qui date des années 80, de 79, qui dit que les États-Unis fourniront à Taïwan les moyens de se défendre en cas d'attaque, enfin en cas d'invasion de leur territoire. Mais c'est pas précisé dans l'accord qu'est-ce que ça veut dire fournir les moyens de se défendre. Donc, ça peut être interprété comme aider financièrement, comme ça peut être interprété comme vraiment une intervention physique. Donc là, ça serait le cas. Ce serait une intervention physique des États-Unis avec un soutien aérien et maritime à partir de bases japonaises et aux Philippines. Donc c'est le scénario le plus extrême. Là, l'attaque chinoise serait repoussée en 14 jours, mais au prix d'une crise diplomatique et économique mondiale. Ce qui était intéressant quand j'ai discuté avec les experts, c'est qu'il y avait une majorité qui me disait qu'ils pensaient que le scénario central, ça serait celui où il n'y aurait pas finalement de confrontation militaire, mais où Taïwan se rattacherait à la Chine, parce que bah, Taïwan se rend compte qu'en fait, seuls, ils ne peuvent pas résister à la Chine. Mais il y avait quand même 2 experts, par exemple, qui me disaient, bah, moi, je pense que le scénario le plus probable, c'est le scénario D. Donc, avant le scénario A. Donc, il y a une incertitude qui est assez forte sur ces scénarios-là. Donc, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un registre des risques géopolitiques, donc assez complet, que j'ai mis en annexe de mon rapport de projet. Donc, pour élaborer ce registre, j'ai sollicité mon panel d'experts de nouveau. Et je vais vous présenter là, les différents risques que j'ai retenus et à chaque fois ma cartographie et je vais illustrer avec le scénario D parce que comme c'est celui qui est plus extrême, c'est là où on voit le mieux les effets, mais il y a les autres scénarios qui sont dans le rapport de projet si ça vous intéresse. Donc je vais faire famille de risques pardon, par famille de risques. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que le scénario géopolitique, ça va être très transverse parce qu'on va toucher aussi bien la souscription que le risque de marché, de conformité opérationnels et les risques d'image. Donc, bon, les risques d'image, de réputation, c'est plutôt une résultante hein, finalement de la survenance de tous les autres risques. Mais là, je l'ai présenté séparément à des fins pédagogiques, mais c'est pas un risque solo en soi. Si je commence avec les risques de souscription, donc déjà, premier risque de souscription qu'on va avoir, ça va être une hausse des sinistres. Alors souvent dans les contrats, vous allez me dire, oui, mais il y a des exclusions qui sont liées aux effets de la guerre. Oui, mais dans les faits, il va y avoir plusieurs limitations à ces exclusions. Déjà, c'est pas forcément évident quand on a un sinistre de faire la distinction
entre qu'est-ce qui vient des conséquences de la guerre ou qu'est-ce qui ne vient pas des conséquences de la guerre. Par exemple, en assurance santé, ben, on ne peut pas forcément faire la distinction. Il peut aussi y avoir, en plus, des pressions qui viennent des pouvoirs publics pour quand même couvrir, même si dans les faits, on ne devrait pas couvrir. Il peut aussi y avoir des effets sur nos autres contrats, enfin nos autres produits d'assurance. Par exemple, les assurances cyber, maritimes, commerciales. Voilà, donc c'est quand même un élément à prendre en compte. Et à noter, cette hausse des sinistres, on ne va pas forcément la voir tout de suite parce qu'on peut avoir un gel temporaire des opérations, on peut avoir du mal à enregistrer certaines opérations au moment du déclenchement du conflit. C'est ce qui s'est passé en Ukraine. En fait, sur les 3 premiers trimestres de 2022, les montants de sinistres en Ukraine, ils ont diminué, mais c'était juste un effet où en fait, les- les sinistres n'étaient plus enregistrés. Ensuite, on va avoir une baisse de la demande et de la souscription. Tout simplement, déjà la demande des ménages, elle va se rediriger vers des besoins plus primaires en cas de période de forte incertitude. Elle va privilégier la détention de liquidités à des produits d'épargne qui peuvent être bloqués. Il y a aussi une perte de confiance dans l'avenir. On peut aussi avoir des assurés qui vont préférer souscrire auprès d'assureurs qui sont vraiment locaux plutôt qu'internationaux, puisqu'ils peuvent avoir peur de sanctions. Là encore, sur des effets sur nos autres produits d'assurance, on peut avoir une baisse, par exemple, de notre demande sur l'assurance maritime parce que il y a des sanctions internationales. Et on va aussi avoir ce point de difficulté opérationnelle pour la souscription. Ensuite, on peut avoir des rachats massifs, donc un peu le même phénomène que les bank runs, et puis des défauts de paiement de nos partenaires, donc, qu'ils soient locaux ou internationaux. Ensuite, sur les risques de marché, donc je pense que c'est là où c'est un peu le plus évident, enfin là où en tant qu'actuaire, on est le plus sensibilisé. Donc on va avoir une inflation, donc une hausse des prix, par exemple de l'énergie, ou parce qu'il y a des sanctions internationales, ou tout simplement parce qu'il y a un ralentissement de la croissance à cause de perspectives économiques qui deviennent de plus en plus incertaines. Une baisse de la valeur des actions, un choc de taux, un écartement des spreads et un risque de change. Bon, je pense que c'est assez classique pour tout le monde. Ensuite, on va avoir tout ce qui est risque lié à la conformité, ou plutôt à la non-conformité. Et là, un point intéressant qui est aussi sorti des entretiens, c'est qu'il y a une particularité avec la Chine sur les risques de conformité qui est lié à ce qui s'appelle le déni plausible. Donc en fait, c'est le fait de prendre des mesures commerciales punitives, mais sans revendiquer la causalité géopolitique. Par exemple, quand la France avait reçu le Dalai Lama, il y avait eu des contrats assez importants qui ont été annulés par la Chine, mais la Chine n'a jamais dit c'est parce que vous avez reçu le Dalai Lama. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose qui est mineur. Il y a une étude que j'ai citée dans le rapport qui dit que depuis 1992, il y a presque 90% en fait, des mesures punitives prises par la Chine qui pourraient être liées à une causalité géopolitique, mais qui n'est pas reconnue. Et ça rend du coup les risques de non-conformité très difficiles à anticiper. Et puis, on voit aussi hein, partout dans le monde que le secteur de la banque et de l'assurance, il est de plus en plus utilisé comme des outils de sanction. Donc, on parle de weaponization of finance. Voilà, donc un risque de conformité qui est grandissant. J'ai choisi deux axes. Le premier, c'est l'interdiction pour des entreprises étrangères d'opérer en Chine. Donc, ça peut être aussi une prise de contrôle par un État étranger, comme ça a été le cas pour Danone en Russie en 2022. Et puis une incapacité à appliquer des sanctions internationales en temps voulu, parce que on n'arrive pas à mettre, par exemple, à jour nos systèmes d'information et de souscription assez rapidement. Ou juste on a des défauts dans nos systèmes de conformité, de lutte anti-blanchiment, etc. Il y a un exemple de non-conformité dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le cas de BNP Paribas. Donc, BNP Paribas avait été condamné en 2014 à 9 milliards de dollars aux États-Unis pour des contrats, pour une violation de l'embargo sur le Soudan, l'Iran et Cuba.
Et là, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils ont été condamnés à verser en plus 20 millions de dollars à 3 plaignants soudanais. Voilà, donc c'est vraiment des risques qui sont assez structurants. Ensuite, on va avoir la famille des risques opérationnels. Tout d'abord, des perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la position du détroit de Taïwan. Il faut savoir que dans ce détroit, il y a 88% du trafic mondial des gros cargos. Donc, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait un cargo qui s'était mis en travers du canal de Suez, ça avait déjà causé plein de problèmes sur l'approvisionnement. Mais il faut savoir que le canal de Suez, par rapport au détroit de Taïwan, c'est vraiment mineur. Et l'autre point, c'est que Taïwan, vous le savez peut-être, c'est un leader mondial dans la production de semi-conducteurs. Donc les semi-conducteurs, c'est ces petites puces de haute technologie qu'on a dans tous nos ordinateurs et dans tous nos équipements informatiques, sans lesquels, en fait, en tant qu'assureur, on ne peut pas travailler, quoi. Ensuite, j'avais mis défaillance d'un partenaire critique. Bon, je pense que c'est assez clair. Et risques physiques. Donc, risques physiques, ça peut être, par exemple, des mesures de représailles politiques contre des hommes clés français, fuite des cerveaux, donc par exemple des personnes clés aussi de la filiale locale. Et ça peut aussi toucher les autres filiales de la région parce qu'il y a des pays en Asie où il y a énormément de personnes de nationalité chinoise, par exemple en Thaïlande et aux Philippines. Il y a 10% de la population qui est de nationalité chinoise. Il y a aussi le cas de Hong Kong, évidemment. Donc, j'avais trouvé une statistique comme quoi, en 2022, il y avait 8 entreprises sur 10 à Hong Kong qui étaient touchées par la fuite des cerveaux à cause de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. On va avoir les risques de fraude, donc un accroissement, par exemple, des actes de malveillance. Je citais dans le rapport le cas des menaces internes, donc c'est insider threat en anglais, ou pour contourner sinon des nouvelles sanctions qui pourraient toucher des personnes chinoises, ou des usurpations d'identité, par exemple, parce qu'on a peur d'être touché par une sanction individuelle. Et enfin, dernier risque de la famille des risques opérationnels, mais pas le moindre, loin de là, les risques cyber. Euh, donc, ce qui était intéressant là à noter, c'est que le risque cyber, il peut venir de plusieurs choses. Ça peut être des hackers chinois qui attaquent notre assureur parce qu'il est perçu comme un assureur occidental, mais ça peut aussi être des hackers occidentaux qui vont cibler toutes les entreprises qui sont présentes en Chine, par exemple. Donc ça peut venir d'un côté comme de l'autre du conflit. Et enfin, il y avait le risque d'image. Donc j'avais mis campagne de boycott international. Là aussi, hein, ça peut venir de plusieurs choses, puisqu'on peut être boycotté parce qu'on est accusé voilà, d'être un assureur français donc on est boycotté par la population chinoise. On peut aussi être boycotté par la population française parce qu'on est accusé de soutenir la Chine, ou même parce qu'on est accusé de ne pas prendre parti. Donc c'est vraiment un risque qui est multidimensionnel. Donc là, sur la cartographie, je vous ai mis les différents risques que j'ai positionnés avec mes experts en fonction du profil de risque moyen de mon entreprise. Alors, bien sûr, bon, c'est là que c'est un peu la limite d'être sur un cas fictif, c'est que la position en termes de criticité et de probabilité, ça va vraiment dépendre du profil de risque de votre entreprise. Donc, il faut vraiment refaire cette évaluation-là pour s'adapter à chaque cas de figure. Donc, en gris, c'est la position initiale, et puis après, en couleur, c'est la position dans le scénario D. Donc, finalement, la longueur des flèches, ça va représenter un peu l'impact de la réalisation de ce scénario sur ma cartographie des risques. Ce qu'on voit, c'est que finalement, sur les risques de souscription, donc ces risques qui sont en bleu, l'impact, il est assez limité. Et je pense que c'est un peu à l'image aussi de ce qu'on connaît dans les conflits, par exemple avec la guerre en Ukraine. Là où on va avoir les impacts les plus forts, finalement, ça va être sur les risques de marché. Donc, c'est les risques qui sont en violet.
particulièrement sur l'inflation et puis sur les chocs actions. Sur les risques de conformité, donc les risques en noir qui, eux, là, se retrouvent carrément sur la zone rouge de notre cartographie des risques. Sur les risques opérationnels, c'est les risques en bleu, donc plus particulièrement sur les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, défaillance d'un partenaire critique et les cyberattaques. Et puis sur les risques d'image, où là aussi ça va être assez structurant. Donc pour information, quand j'avais fait la soutenance, il y avait un membre du jury qui m'avait dit que par exemple, lui, sur les risques physiques, donc c'est le 14, il l'aurait mis en beaucoup plus sévère et probable. Donc voilà, après c'est un peu sujet à évaluation, alors que moi, quand j'avais demandé spécifiquement à des personnes qui sont spécialisées sur la sécurité, elles me disaient que ben, en fait, on a des liens qui sont très forts avec le Quai d'Orsay, on a potentiellement des sociétés qui permettent d'évacuer les gens, etc. Donc finalement, c'est un risque qui est bien maîtrisé. Voilà, je vais quand même vous partager ce retour en toute transparence. Alors, maintenant qu'on a vu un peu cette cartographie des risques, ce que cette cartographie m'a aussi enseigné, c'est qu'il est indispensable de différencier le traitement des risques avant, pendant et après la crise. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, hein, finalement, en situation de crise, là, on n'a plus trop le temps de se demander ce qu'il faut faire. On est vraiment, on doit réagir vite et de plus en plus vite, en fait, parce qu'on est dans un monde qui va aller de plus en plus vite. Alors qu'avant la crise, on va avoir le temps de se préparer, de mettre en place des plans d'action, etc. Un exemple de cette nécessité, hein, de se préparer, je pense que c'est assez facile à comprendre, mais quand un pays doit quand une entreprise doit quitter un pays en urgence, même si on peut parvenir à revendre notre filiale, bah, on va forcément le faire à un prix bradé parce que l'assureur local qui est prêt à racheter notre filiale, sait très bien qu'on est un peu coincé, on n'a pas trop de levier de négociation. Une illustration, c'est quand Société Générale a quitté la Russie en 2022. Pour eux, pour la Société Générale a annoncé une perte nette de 3 milliards d'euros à cause de cette sortie précipitée. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de tout faire en amont de la crise pour anticiper ce risque géopolitique. Et ça rejoint bien la logique de l'ERM, hein, c'est agir en amont de façon intégrée à notre stratégie plutôt que de subir les événements. Alors, tout d'abord en termes avant la crise. Donc j'ai défini pour chaque risque que je vous ai présenté une stratégie, donc accepter, réduire, transférer ou refuser le risque, et puis des leviers de réduction ou de transfert que j'ai priorisés en fonction de leur coût et de leur efficacité et de leur vitesse d'effet. C'est intéressant de noter que selon les différents scénarios, les leviers de réduction du risque, ils n'auront pas toujours le même effet aussi. Et puis j'ai mis à jour mes cartographies des risques nets, donc vous pouvez les trouver dans le rapport de projet si ça vous intéresse. Et le deuxième levier que j'ai développé sur ce volet avant la crise, c'est la constitution d'un groupe de travail géopolitique. Parce qu'en fait, un des enseignements aussi, c'est que le risque géopolitique, en général, chez les assureurs, il est bien identifié. Mais par contre, il est souvent géré un peu en silo. Donc, ça veut dire on va avoir des personnes, par exemple, dans la direction des risques qui vont travailler sur le risque géopolitique. On va avoir des personnes qui vont travailler sur des scénarios macroéconomiques, plutôt côté investissement. D'autres experts plutôt côté conformité. Donc voilà, mais c'est un peu siloté. Donc là, l'idée de ce groupe de travail, c'est vraiment de répondre à cette transversalité du risque géopolitique en faisant se parler tous ces experts. Et donc, les missions du groupe de travail, c'est notamment de définir et étudier des indicateurs clés, de réaliser de la veille, de faire et actualiser les cartographies des risques, de faire des scénarios en cas d'événements majeurs, par exemple les élections, et puis de remonter ces conclusions à un comité transverse, donc par exemple le comité des risques d'audit et de conformité. Et puis l'idée, c'est un peu aussi de sanctuariser en fait le sujet de façon un peu officielle dans la gouvernance. En situation de crise, donc comme je le dis, on va devoir réagir assez rapidement. Donc on va s'appuyer sur les plans de gestion de risque ou plans de continuité d'activité, donc qui vont
contenir des actions assez détaillées, mais qui pourront faut jamais anticiper, enfin, aucun scénario n'est jamais complètement juste, donc on ne pourra jamais anticiper totalement. Donc on va aussi s'appuyer sur, le principe de subsidiarité. Donc le principe de subsidiarité, c'est de mettre en situation de crise les responsabilités au plus proche des moyens d'action. Donc finalement, d'avoir une chaîne de décision la plus courte possible, pour être vraiment en organisation agile et avoir des actions qui soient efficaces et proportionnées. Et puis un des points que je trouvais particulièrement intéressant à vous partager aujourd'hui et qui est ressorti des interviews d'experts que j'ai menées, c'est le besoin d'accompagnement et de formation sur ces plans de crise. Donc un exemple très concret, c'est les processus de type bouton rouge. Donc le bouton rouge, ça permet de déconnecter informatiquement une filiale du reste, du groupe et des autres filiales. Donc ça permet, par exemple, s'il y a un État, enfin une prise de contrôle par un État étranger, comme ça s'est passé pour, Danone en Russie. Donc les la police russe est entrée dans les locaux de Danone pour accéder aux services informatiques. Bon, bah, on appuie sur le bouton rouge, au moins on coupe la filiale du reste du groupe. Donc ça permet de se protéger. Mais par contre, c'est une mesure qui est hyper, coûteuse et en fait, ce qu'ont constaté mes experts dans les exercices qu'ils ont menés, c'est que souvent les personnes habilitées, elles osent pas appuyer sur le bouton rouge, même lorsqu'il le faudrait, parce que c'est tellement une responsabilité importante que, ben, en fait, si vraiment on les accompagne pas, qu'on les forme pas, elles vont pas le faire. Donc il y a un besoin de faire des exercices de simulation réguliers, de bien clarifier les responsabilités et cetera. Là où sur le papier, ça semble, simple, mais en fait, voilà, quand on se confronte à la réalité, il y a des difficultés, vraiment diverses à prendre en compte. Et après, mon troisième volet de temporalité, c'est après la crise. Donc après la crise, on va être dans un monde, nouveau. Par exemple, on a certains concurrents qui ont disparu, d'autres qui se sont renforcés. Donc on va devoir, bah, tirer les enseignements de la crise, donc en s'appuyant, notamment sur notre groupe de travail. Nourrir l'amélioration continue, donc mettre à jour, par exemple, nos scénarios, nos plans de gestion de crise. Et puis, ben, on va redéfinir, nos objectifs, stratégiques, notre cadre d'appétence au risque, voilà. Donc il y a aussi ce volet après crise qui est à ne pas négliger. Puis je parle un peu aussi dans le rapport des méthodes d'intelligence économique, donc qui veillent à détecter, mieux les signaux faibles pour, ne pas être seulement dans la réaction, mais aussi dans l'anticipation et ça, c'est un sujet aussi qui prend de plus en plus, d'importance. Par exemple, il y a SCORE qui a une équipe qui s'appelle vraiment, intelligence, économique. Voilà, on voit que c'est des sujets qui se développent et qui peuvent être des bons outils aussi pour les actuaires. Hem, 3 exemples de traitement de risques. Donc, comme je disais dans le rapport, hein, vous trouverez, l'ensemble des exemples. Mais là, j'en ai choisi un par, famille pour illustrer un petit peu. Sur la souscription, donc hausse de la sinistralité, ben, on va pouvoir mettre à jour, nos exclusions contractuelles pour qu'elles soient plus précises. Sur les opérations et les perturbations majeures dans l'approvisionnement, donc on va chercher à renégocier nos clauses contractuelles avec des fournisseurs clés. On va se constituer des stocks, par exemple, informatiques. On va diversifier nos sources d'approvisionnement. Et puis sur l'image, on va chercher à avoir une campagne de communication qui est pas seulement, réactive, mais qui est aussi, proactive. On va chercher à donner à la filiale une image, plus locale, pour que nos assurés locaux, puissent s'identifier, davantage à nous. Bon ça je vais pas commenter, mais en gros, c'est les cartographies, que j'ai mises à jour, dans le rapport. Donc on voit que nos nos différents risques, ils vont, réduire en probabilité, en criticité grâce à ce traitement des risques. Et donc je vais passer à ma conclusion. Alors, en conclusion, on le voit bien, le risque géopolitique aujourd'hui, il est d'importance, croissante. C'est un risque de réalisation soudaine qui est protéiforme, qui va être difficile à anticiper et qui a des impacts, systémiques, qui est souvent traité en silo aujourd'hui. Donc j'ai mis en place, 4, recommandations principales dans ma conclusion. La première, bah, je l'ai évoqué, hein, c'est de mettre à jour ce groupe de travail transverse pour sortir de cette logique de silo.
d'y associer aussi les niveaux groupe, régional et local. Pourquoi? Parce que bah, au niveau local aussi, on va avoir une détection enfin, le niveau local va pouvoir détecter des signaux faibles qu'on va pas forcément détecter au niveau du siège en Europe. On va renforcer l'autonomie de la filiale parce que ça va nous permettre, si un jour la situation l'exige, de déconnecter ou de la céder plus rapidement sans bloquer le reste du groupe. On va bah, être à l'écoute des signaux forts et des signaux faibles. Je recommandais, j'ai pas pu le faire dans le rapport parce qu'on est quand même assez limité, mais de vraiment faire une étude d'impact élargie sur 3 groupes de pays. D'abord Hong Kong, des pays qui pourraient subir une pression chinoise importante, donc les Philippines, le Vietnam et l'Indonésie notamment, et puis d'autres pays qui sont assez stratégiques, soit parce que bah, c'est des pays qui peuvent être affectés plus particulièrement par les sanctions ou par des tensions régionales, donc le Japon, la Corée par exemple, ou les États-Unis, soit parce que c'est des pays qui pourraient servir de relais commerciaux, par exemple la Thaïlande. Et en fait, j'ai une deuxième conclusion, donc encore une dernière slide. En fait, je voulais vraiment finir cette présentation sur une note plus positive, parce que c'est un sujet un petit peu lourd, et puis tourner vraiment vers notre métier d'actuaire, parce que je pense que les actuaires, ils ont un rôle clé à jouer dans la compréhension et la diffusion du risque géopolitique. En tant qu'actuaire, on a une approche qui est aussi bien quantitative, c'est souvent pour ça qu'on est connu, mais aussi qualitative. Et je pense que ça nous place dans une bonne position pour relier les différentes disciplines. Donc voilà, vraiment diffuser la culture du risque, sensibiliser au risque géopolitique, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Échanger avec des experts d'autres horizons. Et ça, pour le risque géopolitique, je pense que c'est vraiment majeur parce qu'on peut vite se faire avoir par ces biais de perception. En parlant des biais, ben, en fait, si j'avais fait cette étude en me plaçant du point de vue d'un assureur chinois, par exemple, la réunification, comme les Chinois l'appellent, avec Taïwan, ça serait une opportunité plus d'un risque. Donc, toujours se souvenir aussi que, en fonction de la perspective dans laquelle on se place, on va avoir des conclusions qui sont différentes. Et là encore, c'est important d'échanger justement avec les équipes locales parce qu'elles peuvent détenir des informations qu'on ne va pas forcément voir nous au niveau du siège. Et enfin, être vecteur de solutions, donc pas être un point de blocage, par exemple, quand on est à la direction des risques. Notre rôle, c'est pas seulement de dire attention, il y a un risque, mais c'est aussi de proposer des leviers, des options, des trajectoires, et puis d'éclairer la prise de décision. Je vais m'arrêter là. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez accéder au rapport complet. Et puis sinon, je pense qu'on a quand même un petit peu de temps pour les questions. Merci beaucoup. Et Gilda, je crois que tu vas animer, ou Oui, Agnès. ben, un grand merci Daphné pour ta présentation moi je trouve particulièrement intéressante et puis qui a particulièrement intéressé le jury de la formation ERM. Et puis encore merci aussi d'avoir complété la présentation par rapport aux 12 minutes, aux fameuses 12 minutes laissées pour présenter ton mémoire ERM le jour J. Alors on a pas mal de questions et je vous en remercie. Une des questions, enfin deux questions portent sur les scénarios. Donc la première question sur les scénarios, c'est une surprise sur le fait que tu parles beaucoup du scénario d'intervention militaire des États-Unis, mais tu parles pas du tout de l'ONU. Et donc la question c'est est-ce que c'est lié au rôle de la Chine et donc au pouvoir bloquant de la Chine au sein de l'ONU? Et sur les scénarios également, bah, c'est vrai que comme tu as 4 scénarios, finalement la question, je pense, si je la comprends bien, c'est un peu bah, évidemment, l'impact sur chacun des risques est différent. Et comment est-ce que tu choisis un peu les risques que tu mets en avant ou les scénarios que tu mets en avant quand tu présentes finalement les cartographies des risques au conseil d'administration, enfin, dans une démarche ERM, puisqu'on ne parle pas d'AXA. Ok. Bah, le rôle de l'ONU, je pense que tu as déjà un peu répondu, Gilda. Je crois qu'on a bien vu les limites de l'ONU récemment. C'est un sujet qui n'était pas spécialement abordé en plus de mémoire. Faudrait que je regarde. Vous pouvez trouver hein, la publication du CSIS sur
sur Internet, hein, c'est des documents qui sont publics. Sinon, la personne peut m'écrire, je lui enverrai. Mais de mémoire, c'était pas un point structurant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué, mais peut-être à creuser, effectivement. Et la deuxième question, c'était comment j'ai choisi le scénario, c'est ça? Oui, le momentum entre les différents scénarios et comment sont présentés en fait les écarts sur les risques de chacun des scénarios. Et finalement, quand on regarde un risque, sous quel angle et sous quel scénario est-ce qu'on le regarde ou est-ce qu'on regarde vraiment de manière indépendante chacun des scénarios et des cartographies des risques associés. Alors, les scénarios, ils vont être indépendants, même s'il y a des recoupements. Par exemple, là, on le voit bien entre le B et le C. Mais c'est important de tous les regarder parce que, comme je le disais, il y a une incertitude assez forte pour savoir quel sera le scénario central. Donc, c'est important de considérer aussi bien celui où il n'y a aucune intervention militaire, au final, et celui où on a moins d'impact. Donc, c'est pas celui que je vous ai présenté aujourd'hui parce que, justement, quand je mettais à jour la cartographie, je me dis, c'est mieux de vous présenter un truc un petit peu plus extrême parce qu'on va mieux voir les effets. Mais c'est important de le considérer évidemment qu'un scénario plus de rupture, justement parce que c'est très difficile de savoir quel sera le scénario qui se réalisera effectivement. Mhm. Ok. Moi, je répondrai aussi un peu au point sur le scénario D. Certainement qu'intervention militaire des États-Unis, c'est aussi pour dire que le pays le plus impliqué militairement serait les États-Unis, mais on peut imaginer qu'il serait soutenu par le Japon et leurs autres alliés de la zone Asie, et certainement soutenu par une partie des membres des Ah pays oui, oui, tout devenus, à fait. voilà. Donc C'est c'est vrai que je les ne l'ai pas États-Unis parce que précisé. Ouais. militairement, concrètement, ce seraient eux qui seraient C'est un les peu plus eux le point de impliqués. bascule, mais oui, Hum, oui, tout à fait, hein. Dans le scénario D, c'est pas que les États-Unis, hein. Il y a donc le Japon, hum. les Philippines qui sont aussi impliqués, qui donnent accès à une base locale, et puis l'Europe également. Mais c'est vrai que j'ai mentionné les États-Unis parce que c'est un peu l'élément de bascule. Sans les États-Unis, euh, on bascule vraiment dans le scénario B ou C, quoi. Alors, une autre question, c'est sur la périodicité, et ça rejoint une question que j'avais plus largement. Donc effectivement, on dit que l'ERM est une approche systématique et non pas périodique, mais concrètement, il faut quand même pouvoir se fixer une périodicité. Donc, à quelle périodicité préconisez-vous l'actualisation de l'analyse des risques géopolitiques? Et puis sur un cas précis, moi j'avais une question qui était un peu similaire, c'était de dire ben, tu as parlé de l'élection de Donald Trump. On l'a vu, l'élection de Donald Trump s'est pas faite en un jour. Au début, il y avait des programmes, des sondages. Tout le monde qui analysait finalement les programmes et les probabilités que Donald Trump soit élu, la probabilité qu'il réalise le programme tel qu'il l'avait écrit. Est-ce que du coup, c'est quelque chose où, dans une approche ERM, il faut vraiment actualiser, j'ai envie de dire, en temps réel l'analyse des scénarios, ou voilà, comment concrétiser finalement cette vision un peu systématique de l'ERM? Donc quelque chose qui bouge beaucoup. Ouais. Euh, bon, déjà, je pense que c'est bien de se poser la question au moins une fois par an des zones de risque géopolitique, de mettre un jour un peu cette liste de points d'attention géopolitique. Et après, effectivement, avant chaque élection, de faire des scénarios sur les différentes issues possibles de l'élection. Sur le point de Donald Trump, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant parce que un mois et demi avant l'élection de Donald Trump, euh, j'avais vu une présentation d'un cabinet expert en géopolitique qui disait avec une probabilité de 64%, Kamala Harris sera élue. Donc on voit bien que c'est très difficile à anticiper. Et en plus, entre ce que Donald Trump dit, mais c'est pas le seul, et ce qu'il va faire, on ne sait jamais ce qui va en découler. Parce que par exemple, Donald Trump, il a fait toute sa campagne sur l'America First. Mais si je regarde dans les faits, par exemple, lors de son premier mandat, il a apporté un soutien assez fort à Taïwan, par exemple. Enfin, il a levé des embargos sur la vente de F-16. Il y a eu des visites diplomatiques d'officiels américains à Taïwan, alors que ça n'avait pas eu lieu depuis des dizaines d'années, etc. Donc, en résumé, au moins une fois par an, et puis avant chaque élection, je pense que c'est bien. Après, peut-être que d'autres experts auront une autre vision.
Eh bien, merci. Alors, une autre question, c'était de savoir si, alors tu as donné hein, la définition du risque géopolitique, mais du coup, est-ce que le risque d'émeute en tant que tel fait partie des risques géopolitiques dans la mesure où les émeutes peuvent être instrumentalisées par des puissances étrangères? Ouais, c'est un très bon point. C'est vrai qu'on le mettrait plutôt dans les risques de tension sociale, mais en effet, c'est sûr que c'est un risque qui est exacerbé, notamment par la désinformation, hein, qui est conduite, par exemple, par la Russie. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Donc, je dirais plutôt risque de tension sociale, mais effectivement exacerbé par les tensions géopolitiques. Et alors, on te demande si tu as interviewé Françoise Gilles, mais tu n'es pas obligé de répondre. Ouais, je vais pas dire les noms des experts que j'ai interviewés. Je l'ai pas fait dans le rapport, donc je vais pas le dire aujourd'hui. Très bien. Et il y a une question, alors je suis désolé Florence, je n'ai pas parfaitement compris la question. Donc il y a une question avec le lien sur les risques climatiques. Est-ce que, donc dans la présentation de l'impact sur les risques, est-ce que tu tires le fil, c'est ça, entre le coût des risques physiques et l'impact sur la pollution, l'impact sur la santé? Florence, si tu peux préciser à l'écrit. Je peux déjà commencer à répondre en Mhm. espérant que ça réponde à ce que je comprends de la question. Donc, dans les scénarios, non, j'ai pas mis l'effet climatique parce que ça me semblait trop compliqué à évaluer. Dans les faits, oui, il peut y avoir un effet climatique, mais alors là, pour l'évaluer, je pense que ça devient un peu compliqué. Mhm. Mais Oui, effectivement, un point c'est pas d'attention à la avoir en question. tête, sans doute. Mhm. Ok. Ben, je pense qu'on a balayé toutes les questions. Je vérifie. Allez, une dernière question et puis après, on s'en tiendra là. Donc, au regard de votre analyse, le développement d'un business multizone, Euro, Afrique, Amérique, Asie, est-il réaliste? Euh, c'est une question, la dernière question n'est pas facile, hein. Mhm. Oui, je pense que ça reste réaliste. Je pense que ça reste important en termes de diversification, donc bien sûr, mais en mettant en place une démarche ERM. Mhm. Ça sera le mot de la fin. Parfait. Ben, on a beaucoup d'exemples en tout cas sur le marché, mais effectivement, ça emporte une grosse complexité et un besoin ERM exacerbé. Eh bien, écoute, déjà, merci à tous aussi pour votre attention et pour les questions très intéressantes. Et puis, Daphné, je crois qu'on peut te dire un grand bravo et encore merci pour cette présentation et ce travail de qualité. Bah, merci beaucoup à vous. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.